Non, je voudrais souligner la spécificité de la démarche parce que nous avons mis l'accent sur l'Asie. Bon, ça paraît assez classique et naturel. Il y a une dimension qui vient spontanément à l'esprit à tout le monde, qui est la dimension quantitative, c'est-à-dire évidemment le rôle majeur de l'Asie dans les flux d'argent au niveau mondial et notamment dans les flux d'épargne. La montée en puissance de l'Asie qui se traduit en termes financiers. Est-ce que sur le plan financier aussi, disons, un centre de gravité du monde bascule vers l'Asie, le rôle des places financières, on va en débattre et ce sont évidemment parmi nos sujets. Et je voudrais ici insister sur une autre dimension qui est une dimension plus qualitative. C'est-à-dire que la question que ça nous pose, en supposant qu'on réponde sur un rôle sensiblement plus important, ce qui paraît aller de soi, c'est que ce n'est pas le remplacement du même par le même, sauf que simplement il est ailleurs et qu'il n'a pas tout à fait la même tête. Ce sont des changements qualitatifs importants. Je ne citerai que plusieurs exemples, si vous voulez. D'abord, l'Asie n'est pas du tout structurée comme le sont les pays occidentaux. Il y a un pays massivement dominant et ce pays est un pays qui sort d'une économie contrôlée, qui a un régime politique complètement spécifique. C'est un pays qui, comme cela a souligné tout à l'heure, est démographiquement dans une situation très originale par rapport à ce qui était le cas classique des pays épargnants ou des pays qui jouaient un rôle central dans le système financier mondial. C'est un pays qui n'a pas une tradition d'état de droit comparable aux autres centres. Je rappelle que les historiens nous montrent que dans le rôle des grands centres financiers européens, l'existence d'un système de droit fiable est une dimension essentielle. Ce n'est pas une tradition dominante en Chine, et notamment dans les matières qui nous intéressent. Il y avait un droit pénal tout à fait significatif à l'époque impériale. Il n'y avait pas véritablement de droit civil ou d'équivalent, encore moins en matière commerciale, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des pratiques commerciales élaborées, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc on est sur un pays tout à fait spécifique, illustré ici par le fait que la place financière qui manifestement peut jouer un rôle international se trouve dans une zone dont la situation politique est totalement unique, qui est la place de Hong Kong, dans le système, dans l'organisation un pays de système qui est totalement à part. Donc la fenêtre a un statut complètement sui generis, les citoyens de Hong Kong se promenant en Chine ayant un statut quasiment étranger, alors que juridiquement c'est bien le gouvernement de Pékin qui est souverain. Donc on est dans une situation à part. Je rappellerai aussi que le pays qui était économiquement dominant en Asie jusqu'à une période récente, qui était le Japon, n'a jamais joué un rôle de place financière majeure à rayonnement international. Il y a une très grande place financière, bien sûr, à Tokyo et à Osaka, mais il jouait un rôle essentiellement pour le Japon, du fait de l'introversion extrêmement forte du pays, qui n'a jamais pris ce rôle-là. Autrement dit, on parle des pays insulaires, mais ce pays insulaire est à peu près à l'opposé sur ce plan-là de la Grande-Bretagne, autre grand pays insulaire. Donc on est dans une situation spécifique. Bon, la situation de Singapour est aussi très très originale, encore qu'on pourrait trouver des affinités avec la situation de la Suisse, mais on voit bien que les données ne sont pas les mêmes. Bon, donc la démographie, la situation géopolitique, on pourrait trouver d'autres différences, par exemple avec le rôle des fonds souverains. Les fonds souverains sont une institution très très importante, c'est une émergence d'acteurs d'un type tout à fait nouveau. Non seulement le nom même l'indique par leur statut politique, je dirais en quelque sorte, mais aussi par leur fonction. Et là on pourrait inclure aussi les pays du Moyen-Orient par rapport au destin de ces pays, puisque cette épargne investie à l'étranger joue un rôle important aussi pour assurer certains relais pour les pays en question. Vous n'avez rien d'équivalent aux fonds souverains dans l'histoire occidentale, ni européenne, quelles que soient les époques, ni a fortiori évidemment de domination américaine. Donc la problématique asiatique nous introduit aussi dans un monde assez notablement différent, et nous le retrouverons aussi dans le cas chinois avec l'internationalisation du yuan qui pose un problème lui aussi assez spécifique, ne serait-ce que du fait du régime politique. Donc nous avons énormément de pain sur la planche, alors ça tombe bien parce que nous avons d'excellents intervenants, et donc je leur donne tout de suite la parole, et en tout cas merci pour votre attention.